Allô? Petit avertissement, là, faites pas le saut. Le micro de cri n'a pas fonctionné pendant notre enregistrement. Oui, on a une malédiction de technologie chez nous. On espère que ça va pas trop vous déranger parce que, par souci d'authenticité, on a décidé de le garder tel quel. De toute façon, c'est mon histoire, c'est moi qui raconte et il y avait déjà pas beaucoup d'interventions de sa part. C'est une histoire plus courte. Bonne écoute malgré tout et merci d'être là. Bye! Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il fait pas beau du tout. Il y a du gros tonnerre, donc ça va peut-être ajouter une ambiance à votre écoute. Mais à l'exception de la météo, j'espère que tout va bien dans vos vies. Moi, je veux juste, j'ai remarqué, je vais m'excuser, au dernier épisode, j'ai conclu en disant si vous voulez un épisode de plus par semaine, abonnez-vous à Patreon, mais c'est un épisode de plus par mois. Oh shit, fait que là, j'étais comme, je veux pas que les gens pensent que je fais de la fausse publicité, je me suis juste trompée. C'est juste un épisode de plus par mois, ce qui est quand même beaucoup, là, mais un par semaine, on pourrait pas, là. Mais bref, désolée, je me suis trompée. OK. Saveur du jour, elle est assez simple. J'ai découvert, je savais pas qu'à 26 ans d'âge, j'allais découvrir un nouveau fruit. Mon épicerie a soudainement commencé à vendre des fruits du dragon. C'est fucking bon. J'avais jamais mangé ça de ma vie. Je savais c'était quoi, là, mais je m'attendais pas à aimer autant ça. Puis surtout les jaunes, là. Les fruits du dragon jaunes, c'est la meilleure chose qui existe sur la Terre. J'en mangerais 18 par jour. Donc, ma saveur, c'est un sorbet aux fruits du dragon. Est-ce que le jaune, c'est lui qu'en dedans, c'est blanc avec des petites graines noires ou c'est rose avec des petites graines noires? Les deux, c'est blanc avec des petites graines noires, mais le jaune, il est plus sucré. Je pensais qu'il y en avait un avec du rose. Mais des fois les roses, là, ils ont l'intérieur rose, mais c'est comme pas tout le temps. OK. C'est ce que j'ai compris. Intéressant. C'est vraiment bon. C'est comme un kiwi un peu, mais meilleur. La texture et tout. Merci, dragon, pour tes fruits. C'est délicieux. OK. Je raconte vraiment une histoire triste. Vraiment, ils sont toujours tristes, là, mais ça, c'est comme quelqu'un sur qui la vie s'est acharnée, on dirait, puis qu'elle a jamais eu de break, cette personne-là, on dirait. Je ne sais pas si tu la connais, mais je te raconte l'histoire de Marianne Bachmeier, une femme allemande. Et je suis désolée de ma prononciation, là. Bachmeier. Les anglophones disent ça, mais en même temps, c'est un nom allemand, fait que je pense pas que c'est ça non plus la bonne prononciation, mais bref. Troisième avertissement, je vais parler d'agression sexuelle, de pédocriminalité et de mort d'enfants. Marianne est née à Sarstedt en Allemagne le 3 juin 1950. Puis déjà, la vie lui laisse pas de répit. Elle arrive au monde dans une famille assez dysfonctionnelle, très stricte, très religieuse. Et son père était un soldat nazi. Il était parmi les gardiens de sécurité personnels de Hitler. Et il a aussi dirigé un camp de concentration et d'extermination. C'est pas super. Et depuis la fin de la guerre, son père, c'est un alcoolique, colérique et agressif. Le foyer familial a un semblant de paix seulement quand il quitte pour aller boire au bar, ce qui arrive quand même souvent au moins, mais quand il revient complètement saoul, ça brasse dans la maison. Autant le père de la petite Marianne est un ivrogne, autant son passé de soldat nazi est toujours présent, parce qu'il est maniaque de l'ordre et de la propreté. Il est comme obsédé par son jardin, qui doit être parfaitement taillé. Là. Il est vraiment strict et il empêche même Marianne de jouer dehors dans la cour pour pas qu'elle abîme son beau jardin. Marianne a grandi donc dans un environnement hostile, terrorisant, rempli de haine, mais malgré ça, elle reste une enfant très ouverte d'esprit, free spirit, au grand cœur, et tout le contraire de son père ou de sa famille en général. Elle se rebelle quand elle voit ou vit des injustices, elle a ses propres opinions, puis elle peut tenir tête aux autres. Elle a une vision du monde complètement différente de celle de sa famille. Un exemple là, pour montrer un peu qu'elle est indépendante et un peu têtue, quand sa mère s'est remariée après avoir divorcé de son père, Marianne n'a jamais accepté d'appeler son beau-père papa, malgré qu'il l'exigeait vraiment à le faire. À la place, elle l'appelait Uncle Paul, donc oncle Paul. Mais tenir tête à son beau-père, de montrer déjà à un jeune âge un caractère opiniâtre, têtu, ça déplaît beaucoup à Paul et rapidement il va devenir violent envers Marianne.
Il veut comme la briser, la rendre docile pour prouver son autorité sur elle. Tu sais, la violence envers les enfants, là, dans ma tête, c'est jamais légitime, peu importe le contexte. Mais là, en plus, tu sais, elle est pas turbulente, elle fait rien de mal. Elle fait juste un peu de confrontation, puis c'est déjà trop dans la tête de son beau-père. Et la pauvre Marianne, elle peut même pas se fier à sa propre mère pour la défendre parce qu'elle prend toujours le bord de son chum. Quand c'était son premier mari, le père biologique de Marianne, ben, elle prenait le bord de son père et maintenant, elle prend le bord de son beau-père. Donc, Marianne est seule, sans défense, sans la protection de sa mère qui prend jamais son bord. Elle voit Marianne comme la source de ses problèmes, surtout conjugaux. Là. Sa mère a dit que sa fille, à cause des chicanes dans son couple. C'est comme un petit bébé, un enfant, là. Mais bon. En ayant peu ou pas du tout de modèle sur qui se fier au niveau affectif ou relationnel, parce que depuis qu'il est né, il n'y a pas ben d'amour dans sa maison, l'amour a toujours été conditionnel, ben Marianne est en constante recherche d'affection, d'amour autour d'elle. Elle cherche désespérément l'amour auprès des garçons surtout. À 15 ans, elle a son premier vrai petit ami, un gars nommé Herman, qui a environ le même âge qu'elle, si je me trompe pas. Et Herman, ben il a une mobilette, puis aux yeux de Marianne, ça vaut de l'or, là, parce que c'est comme un gage de liberté. Pour la première fois, à 15 ans, elle a un peu d'indépendance, elle peut aller où elle veut, quand elle veut, pour la première fois. Parce que, comme je l'ai dit, ses parents sont très, très stricts. Ils seraient évidemment contre cette relation-là, donc Marianne la garde secrète. Le soir, elle met un toutou en dessous de son oreiller pour créer une espèce de subterfuge et elle sort de la maison par une fenêtre pour aller voir son beau Herman. Et les deux, ils passent les soirées à faire des rides de mobilette ensemble. C'est quand même un peu cute. Mais à 16 ans, dans les années 60, Marianne tombe enceinte de Herman. Et ses beaux-parents / parents ont été d'aucun support pour leur fille quand ils ont appris sa grossesse. À la place, ils l'ont jetée en dehors de la maison. 16 ans, enceinte, laissée seule à elle-même dans la rue. Marianne est donc allée se réfugier dans une maison pour mères non mariées. C'était des genres de refuges qui étaient assez courants dans les années 1900 parce que c'était mal vu d'être enceinte sans être mariée. Et ces maisons-là étaient utilisées pour cacher les femmes enceintes de tout le long de leur grossesse. Ensuite, souvent, elles donnaient le bébé en adoption et retournaient dans la vie de tous les jours sans qu'on ait vu leur grossesse. Mais évidemment, dans ces petits refuges-là, dirigés par des religieuses ou des groupes de charité, ben, les conditions sont très modiques. Il y a des règles strictes et aucun soutien émotionnel pour une pauvre fille de 16 ans enceinte. Au moins, son chum Herman reste avec elle, il la rend visite durant sa grossesse et Marianne continue à aller à l'école pareil. Disons que dans son cas, elle vit au refuge pas pour cacher sa grossesse, mais pour avoir un toit sous lequel dormir le soir parce qu'on l'a kické out de la maison. En 1967, à 16 ans toujours, Marianne donne naissance à une petite fille qu'elle va donner en adoption à contre-cœur. Elle veut devenir mère un jour, mais c'est pas le bon moment. Elle a littéralement rien pour subvenir à ses besoins et est assez jeune. Une adolescente sans abri, c'est, disons, pas mal dans les pires conditions pour élever un enfant. Donc, elle donne son bébé, le cœur en miettes. Mais dès l'adoption du bébé, Herman a comme disparu de la carte. On n'entend plus parler de lui, il a probablement abandonné Marianne. On pense que ce sont les parents à Herman surtout qui l'auraient convaincu de la laisser. Parce qu'initialement, il avait l'air de l'aimer, il restait avec elle tout le long de la grossesse, il la rendait visite au refuge. Et du haut de ses 16 ans, il parlait déjà de vouloir épouser Marianne, de lui acheter une bague. Mais son père lui aurait dit « Tu peux boire du lait sans acheter la vache. » C'est super. Donc, malgré son début de vie extrêmement difficile, Marianne reste forte et continue d'aller à l'école. Elle est encore sans abri, je pense que ses parents ont refusé qu'elle retourne à la maison, donc elle est comme devenue une espèce de squatteuse, là, elle se débrouille par-ci par-là. 2 ans plus tard, à 18 ans, elle se fait un nouveau chum, un squatteur lui aussi, et encore une fois, elle tombe enceinte. Et là, ben, ça ravive un trauma encore tout récent, une plaie qui était à peine cicatrisée. Elle revit les mêmes angoisses, le même cauchemar que sa première grossesse, parce qu'elle est encore très jeune, sans support, sans maison, sans travail. Durant sa grossesse, sa deuxième, Marianne apprend que sa mère et son beau-père partent en vacances. Donc, la maison va être vide. Fait que là, Marianne et son chum, ils se disent « Bingo! On va aller habiter là pendant qu'ils sont pas là. »
Fait qu'ils entrent par effraction dans la maison et la squattent pour quelques temps. Imagine, genre, tu dois habiter dans ta maison familiale juste quand tes parents partent en voyage, genre, tu sais, comment tu peux renier ta fille de même, là, c'est terrible. Mais pendant le séjour des deux amoureux chez la maison inhabitée des parents de Marianne, un voisin a commencé à remarquer la présence de la jeune fille et il a commencé à l'espionner. Au lieu de la stouler à ses parents, il finit par faire quelque chose de bien pire. Un soir où Marianne est seule, l'homme va forcer son entrée dans la maison et, armé d'un fusil, il va menacer Marianne et l'agresser sexuellement. Elle a 18 ans et elle est très enceinte à ce moment-là, seule, démunie. Avant de quitter la maison, il va dire à Marianne « Si t'appelles la police, je te tue. » Mais ces menaces-là vont pas lui faire peur, puis elle va quand même contacter les autorités, heureusement. Là, j'ai pas trop d'infos, mais l'homme va avoir un procès. Il va dire à sa défense que Marianne, c'était une pute, une salope, puis elle l'avait cherché, mais bon, ça marche pas bien comme défense. Puis il va recevoir une sentence de prison, il va être reconnu coupable. Je sais pas combien d'années, mais tu sais, probablement quelques-unes, là, malgré que c'est horrible comme geste. Mais heureusement, il va être derrière les barreaux. Là, je dis heureusement, mais il n'y a pas grand-chose d'heureux dans la vie de Marianne, là. Jusqu'à présent, ça part déjà très mal. Kiki hors de chez elle, enceinte pour la deuxième fois, toute jeune, elle vient de vivre une agression sexuelle. Et là, ben, son chum la laisse. Encore une fois, elle est de retour seule à elle-même. Et une fois qu'elle accouche de son deuxième bébé, elle veut encore une fois prendre la sage mais difficile décision de donner son deuxième bébé en adoption. Éventuellement, Marianne veut lâcher l'école. À ma grande surprise, de ce que j'ai compris, jusqu'à présent, elle est encore à l'école. Assez impressionnant. Et elle va finir par obtenir un emploi de serveuse dans un bar grunge nommé le Tipasa. Puis autour de 22 ans, Marianne réussit à avoir un petit appart. Donc, enfin, elle a un foyer à elle. Et elle va habiter à Lübeck, en Allemagne. Le Tipasa, c'est un petit bar convivial, là, bonne franquette, pas cher, grunge, puis la clientèle est majoritairement des étudiants ou des hippies, donc des gens assez marginaux. Là-bas, tout le monde aime Marianne. Elle se fait amie avec les clients réguliers, ses collègues. Je sais pas pourquoi j'ai oublié le mot. Et elle sent enfin qu'elle a trouvé sa place. Elle aime la culture hippie, elle sent acceptée, inclus. Et Marianne, vous irez voir des photos. C'est vraiment une beauté naturelle. Elle fait tourner les têtes avec ses cheveux foncés, son toupette et ses grands yeux bleus qui tournent vers le vert. Disons qu'elle n'a pas de difficulté à approcher les gens et susciter leur intérêt. De fil en aiguille, elle commence à fréquenter le manager du bar, un certain Christian. C'est un gars cool, hippie, des vêtements colorés, les cheveux longs, une barbe. Et à 22 ans toujours, le pattern se poursuit et Marianne tombe enceinte de Christian. Mais là, elle a un appart, une job, un chum qu'elle aime. Et lui aussi a une job, son chum. C'est différent. Elle se sent enfin prête. Pour la première fois, là, cette grossesse-là est accueillie positivement. Et elle vit encore tellement de regrets et de honte de ses 2 derniers accouchements, de ses 2 derniers bébés qu'elle a donnés en adoption, qu'elle ne peut pas le faire une 3e fois. Donc, le 14 novembre 1972, Marianne donne naissance à une petite fille qu'elle va nommer Anna. Mais, il y a un mais. Toujours. Dans la vie de Marianne, il y a toujours un mais. Juste après avoir accouché, Christian réalise qu'il n'est pas prêt à devenir père, puis il abandonne Marianne. Encore une fois, on l'a trahie, on l'abandonne, on la laisse à elle-même. Marianne a le cœur brisé. Elle devient soudainement mère monoparentale parce qu'évidemment, Christian reste pas dans le décor, mais elle est convaincue d'être capable d'élever Anna seule, son petit bébé qu'elle adore. C'est rendu elle deux contre le monde. Et là, Marianne, elle a toujours voulu être maman, puis elle est super contente d'avoir sa fille, mais avec son passé, elle se dit « plus jamais. Plus jamais je veux revivre ça, plus jamais je veux faire confiance à un gars qui me mette enceinte puis qui s'enfuit dès que j'accouche. Plus jamais je veux donner un enfant en adoption que j'ai porté 9 mois en moi. » Donc, dans le début vingtaine, Marianne se fait faire une ligature des trompes de Fallope, assez avant-gardiste pour l'époque. Donc, Marianne s'occupe de sa fille Anna. Toute sa vie tourne autour d'elle. Elle n'a pas vraiment les moyens de payer une gardienne ou de l'envoyer en garderie, fait que Marianne amène sa fille au travail. Et rapidement, Anna devient le chouchou du bar. Les employés, les clients, ils l'adorent. L'expression « ça prend un village pour élever un enfant », là.
Ben, Marianne et Anna Backmeyer, ils ont trouvé leur village, là, la petite communauté hippie du bord Tipasa. C'est pas parfait, mais ça fait la job pour l'instant. Au début, ça se déroule assez bien, mais en vieillissant, ça commence à devenir de plus en plus difficile parce que Anna, quand elle était bébé, elle pouvait rester dans sa poussette ou dans les bras de quelqu'un. C'était assez gérable. Mais rendue à 5, 6, 7 ans, ben Anna, elle commence à avoir son caractère, sa propre autonomie. Elle se promène partout dans le bar, elle va voir les gens, puis elle doit faire des petites crises comme tout enfant de son âge, là, c'est normal. Puis Marianne, elle travaille. Fait qu'elle peut pas surveiller sa fille sans arrêt. Le bar, il est bruyant, c'est sale, il y a plein de gens sous. Tu sais, c'est pas le meilleur endroit, disons, pour qu'une enfant passe ces journées-là. Mais Marianne a fait de son mieux. Un enfant de cet âge-là devrait pas avoir autant d'autonomie. Par exemple, Marianne laisse sa fille se faire ses repas quand elle n'a pas le temps de la nourrir durant ses heures de travail. T'sais, elle a juste 6 ans, là. Elle travaille de nuit aussi. Fait qu'Anna, ben, elle vit une vie nocturne aussi. Ou sinon, je sais pas, elle se couche derrière le bar pour dormir, mais il y a de la musique, du bruit, c'est pas super idéal. Et pendant le jour, ben là, c'est Marianne qui doit dormir, vu qu'elle travaille de nuit. Fait qu'Anna, elle vit seule dans l'appartement pendant le jour. Donc, rendue à 7 ans, Anna est exposée au monde adulte beaucoup trop tôt. Elle a dû vieillir et gagner en maturité beaucoup trop rapidement. Elle doit s'occuper d'elle-même pendant que sa mère travaille ou dort. Elle se nourrit, elle s'habille, se lave et va à l'école toute seule par elle-même, à 7 ans. Et cet environnement-là a fait en sorte que Anna a vite développé un gros caractère, une confiance en elle et une forte sociabilité là, plus avancée que les autres enfants de son âge. C'est vraiment une petite fille allumée. Même si elle a de l'air intelligente puis elle a un peu grandi rapidement en côtoyant beaucoup d'adultes, ça reste qu'elle a juste 7 ans. Mais tu sais, Marianne, elle sait pas quoi faire de mieux. C'est la seule option qu'elle a à ses yeux. Elle sait là, que c'est pas le best pour sa fille et pas delusional. On pourrait lui reprocher de pas être la meilleure mère du monde, mais bon, je pense pas qu'il faut la juger non plus. Elle fait de son mieux. Elle se sent dépassée par les événements, elle fournit pas, puis elle voit pas comment se sortir de cette routine-là pas très fonctionnelle. Puis elle prend malheureusement pour acquis que sa fille est capable de se débrouiller. Puis ça peut être une bonne chose pour plein de qualités qu'elle va avoir dans sa vie, mais c'est pas normal. Non, c'est ça. Puis à ses yeux, Anna, elle a quand même l'air heureuse. T'sais. Fait qu'elle se dit, ben pour l'instant, ça marche. On arrive le 5 mai 1980. Anna a 7 ans, Marianne 30. Ce jour-là, aux petites heures du matin, après le quart de travail de Marianne, les deux filles se sont chicanées. La dispute s'est terminée par Marianne qui s'est endormie, mais c'est habituel là, de s'endormir puis de laisser Anna faire ce qu'elle veut durant la journée, puis Anna, elle se gère tout seule d'habitude. Mais là, ce matin-là, Anna est encore fâchée contre sa mère. Puis pour la défier, la confronter, elle décide de pas aller à l'école. À la place, elle va chez une de ses amies. Donc elle sort dehors, elle marche 2-3 coins de rue, elle cogne à la porte de son amie, mais elle se rend bien vite compte que son amie, elle, est à l'école. Elle a pas décidé de choquer les cours. Fait que là, Anna, 7 ans, en rébellion, elle a toute la journée devant elle. Elle est libre de faire ce qu'elle veut et on ne saura jamais ce que Anna aura fait de cette journée. On peut théoriser qu'elle a déambulé dans les rues, cherchant quelque chose à faire, mais ce seront pas mal les derniers moments de la petite. On sait juste une chose, c'est qu'elle a croisé le chemin d'un boucher, un homme de 35 ans, du nom de Klaus Grabowski, qui habite à 200 mètres du Tipasa. On peut penser que Klaus, vu qu'il habite proche du bar, il a déjà vu Anna, qui est comme un peu l'espèce de mascotte de l'établissement, ou du moins il l'aurait probablement déjà croisé s'il habite aussi proche. Et Klaus, à part d'être un boucher, ben c'est un prédateur sexuel enregistré. Il est bien connu de la police allemande parce qu'il a été interné en psychiatrie à la suite de 2 condamnations pour agression sexuelle sur des enfants dans le passé. Pour en dire un peu plus, là, en 1973, il a été condamné à 1 an de probation pour avoir tenté d'étrangler une fillette de 6 ans. 1 an de probation. 2 ans après cet incident-là, après avoir essayé d'étrangler une fille de 6 ans, Klaus il a passé 1 an en hôpital psychiatrique après avoir été reconnu coupable d'attouchement sexuel sur un garçon et une fille de 9 ans. En Allemagne, les prédateurs sexuels reconnus coupables en cours peuvent recevoir une castration chimique comme traitement contre la pédophilie. Et c'est pas une castration chirurgicale comme couper le zizi, là. C'est un terme populaire pour désigner ce que les médecins appellent un traitement antilibidinal.
Il s'agit en gros de réduire la testostérone masculine en administrant un médicament similaire à la progestérone. Est-ce que tu sais si ça se fait encore là-bas, de un? Ouais. Puis, t'as-tu checké voir si... Ben là, je veux pas te mettre en deux spots, là, mais t'as-tu checké si ça se faisait ici? Ça se peut, là, ça se peut vraiment. C'est juste que dans ma tête, ça me fait penser à genre le cas des deux bonhommes du pont Jacques-Cartier, là. Il y en avait un des deux qui devait... Ils l'ont eu, hein? Ouais. Devait faire ce traitement-là. Ben oui, ça existe au Canada. Eh ben, on n'en entend pas beaucoup parler, me semble. Mm-hmm. Parce que, et là, j'y arrive. J'ai perdu ma page, ok, oui. Donc oui, c'est un médicament qui ressemble à la progestérone. C'est une hormone féminine qui est injectée ou prise comme des pilules. Et ça réduirait la libido, en gros. Selon Jürgen Müller, neurologue et psychiatre judiciaire, il dit que il y a des indications que ce traitement-là fonctionne, mais il n'y a pas de preuves concrètes de son efficacité internationalement. Et en Allemagne, c'est une forme de traitement et non comme une punition. C'est pas vu comme on te punit, donc on t'empêche d'avoir de la libido, là. C'est plus pour la traiter. Et c'est uniquement sur une base volontaire, donc c'est pas forcé. La castration chimique, c'est un procédé qui prend du temps. Les médicaments sont prescrits pour une certaine période ou indéfiniment. Si tu arrêtes de les prendre, ben, ça peut revenir. Et aussi, ça peut être susceptible d'entraîner des effets secondaires importants comme la croissance des seins, la dépression et le risque d'ostéoporose. Fait que c'est pour ça que c'est sous base volontaire, parce que ça doit quand même jouer un peu avec ton corps de prendre ça. Mais ça m'a surpris quand j'ai vu, OK, on injecte des hormones féminines aux hommes pédos, genre, OK. Donc, pour Klaus, ben, on lui a proposé ce traitement-là à l'époque. S'il acceptait la castration chimique, il serait libéré de l'institut psychiatrique, mais s'il refusait, il resterait interné pour une durée indéterminée. Évidemment, en 1976, donc 4 ans avant cette fameuse journée de mai 1980, Klaus accepte la castration chimique et est vite de retour dans les rues, libre comme l'air, après seulement 1 an en institut. Il doit juste prendre des pilules et rester loin des enfants. Après 3 actes commis sur des enfants, quand même. Puis surtout qu'on n'a pas prouvé que que la castration chimique, en fait, était efficace. Ils n'ont pas été capables de prouver si ça faisait vraiment une différence. Ça marche pour certains, mais je pense que c'est pas assez systématique pour reconnaître que c'est sûr de fonctionner. Puis aussi, s'ils décident d'arrêter de les prendre, y a-tu quelqu'un qui le watch, tu sais, en 76, à quel point il y avait des suivis? De retour au 5 mai 1980, Klaus accoste la petite Anna dans la rue. Il veut l'inviter chez lui pour jouer avec ses chats, le petit classique. Et Anna, soit elle a reconnu Klaus comme un client du bar, ou elle a été naïve, ou les deux. Mais elle a juste 7 ans, donc elle accepte et se rend chez cet homme-là qui est très mal intentionné. Chez lui, et attention, trigger warning, Klaus veut agresser sexuellement Anna pendant des heures, et avec les bas de nylon de sa femme, il va l'étrangler à mort. Klaus va mettre son corps dans une boîte de carton et va la dropper sur le bord du canal, comme un déchet dont on voudrait se débarrasser. Là, Marianne se réveille, plus tard dans la journée, et Anna n'est pas à l'appartement. Puis Marianne, elle s'inquiète pas parce qu'elle pense qu'Anna est à l'école. Donc, Marianne fait sa routine habituelle, elle va faire des courses et tout, et c'est seulement en après-midi, de retour à l'appartement, qu'elle est surprise de voir que Anna n'est pas revenue. Elle s'inquiète un peu, mais elle pense pas au pire. Elle se dit qu'elle doit être allée jouer dehors avec des amis et qu'elle aurait pas vu le temps passer peut-être. Marianne sort dehors et se promène dans les rues à la recherche de sa fille. Elle crie son nom, elle arpente les rues, elle accoste les gens pour leur demander « Avez-vous vu Anna? » Mais personne l'a vue. T'sais, rendu le soir tombé, ben, Marianne s'inquiète. J'espère. Puis en plus, ils ont fini comme avec une chicane, là, avant qu'elle s'endorme. Exact. Elle va finalement faire le pire appel qu'une mère puisse faire, là, celui de déclarer sa fille disparue à la police. On va fouiller le quartier toute la nuit, mais aucune trace d'Anna. Et là, peut-être pour se protéger elle-même et pas virer en panique générale, Marianne a se dit qu'Anna doit avoir fugué, qu'elle a peut-être eu envie de se venger un peu de leur chicane, puis qu'elle est peut-être allée se cacher quelque part pour se rebeller contre sa mère, vu que, justement, ils s'étaient disputés. Mais le lendemain matin, après environ 24 heures depuis la disparition d'Anna, il y a une femme qui se rend au poste de police. Elle dit au policier « Mon fiancé est Klaus Grabowski
Il m'a avoué cette nuit avoir agressé et tué Anna Bachmeier, la petite fille qui est portée disparue. C'est quoi les chances que comme la seule journée que genre elle se rebelle puis elle est comme je m'en vais me promener puis genre ça a peut-être pris full pas longtemps là, ça a peut-être pris juste comme une minute de petite marche tout seul pour qu'elle tombe sur un gros dégueulasse. Exact. Mais on sait pas, est-ce qu'il la suivait depuis longtemps? C'est peut-être juste un hasard, un malheureux hasard, ou c'était très prémédité puis il attendait de trouver son opportunité. Mais en gros, cette dame-là va straight up dénoncer son fiancé à la police qui, selon elle, lui aurait donné tous les détails de son crime. Sans plus attendre, on va arrêter Klaus et rapidement, il avoue avoir tué Anna. Il nie par contre l'avoir agressée sexuellement. C'est souvent ça, hein? On avoue le meurtre, mais c'est comme pire d'avouer l'agression sexuelle dans leur tête, là. Il dit que c'est Anna qui l'a séduit, qui l'a cruisé, à 7 ans. Il dit qu'il a rejeté ses avances, bien sûr, il est surtout pas un prédateur sexuel enregistré. Il dit qu'après l'avoir repoussé, Anna se serait fâchée, elle l'aurait menacé de chantage. Elle lui aurait dit si tu ne me donnes pas d'argent, je vais aller dire à tout le monde que tu m'as touché. Elle a 7 ans, là. Genre à quel point elle peut créer un plan machiavélique qui blackmail un monsieur, là. Klaus y aurait paniqué et pour protéger sa réputation, il aurait préféré tuer la jeune fille. Je trouve ça dégueulasse d'inventer une histoire de même, de mettre la faute sur une petite fille de 7 ans que t'as violée et tuée. Quand t'as déjà confessé, là, rendu là, peux-tu juste dire la vérité? Puis t'as déjà attaqué/agressé 3 enfants, t'es dans le système, fait que ta réputation, là, c'est déjà d'être un pédo, là. En interrogatoire, il veut aussi avouer où il a placé le corps de Anna. Les policiers vont se rendre au canal et effectivement vont trouver la boîte avec le corps d'Anna ligoté à l'intérieur, sans vie. Donc c'est une enquête extrêmement rapide au moins, mais au dénouement tragique, là, c'est vraiment pas la conclusion qu'on veut avoir quand on enquête sur une disparition d'enfant. Et là, on cogne à la porte de Marianne pour lui annoncer la triste nouvelle. Évidemment, elle est détruite. Elle vit un mélange de tristesse et de remords et de colère aussi. Là. Elle se sent coupable de s'être chicanée avec sa fille juste avant. Et aussi, elle se sent coupable d'avoir pensé qu'elle avait fugué, de l'avoir laissée seule. Toute la journée, elle s'être dit genre « Ah, elle me cause la misère, Anna, elle me fait chier, là, elle veut me faire chier, fait qu'elle se cache dans les rues. » Tu sais, elle sent mal d'avoir eu toutes ces pensées-là pendant que sa fille, était décédée. Elle se dit si on s'était pas chicané, Anna n'aurait pas manqué l'école, puis elle n'aurait pas croisé le chemin de Klaus. Marianne s'est rendue au cimetière pour choisir un endroit où enterrer sa fille, puis on lui a demandé si elle voulait une tombe simple ou double, et elle va répondre « double. Pour Anna et moi, je vais la rejoindre bientôt. » Avec tout ce que Marianne a vécu, là, la mort de sa fille, c'est la pire douleur, la pire épreuve qu'elle a à affronter, puis elle se sent incapable de le faire, là, c'est juste trop. C'est son 3e bébé qu'elle a enfin décidé de garder après l'agression sexuelle, l'abandon de sa famille, son beau-père violent, ses chums qui l'abandonnent un après l'autre, d'avoir vécu dans la rue. Sa fille se fait tuer. J'en reviens pas. Une foule monstre est présente aux funérailles. Là. En seulement 7 ans de vie, Anna a su marquer un grand nombre de personnes. C'était vraiment une petite fille spéciale, allumée, vive d'esprit, puis connue de la communauté. Il y a tous les employés puis tous les clients réguliers du bar qui sont venus aussi lui rendre hommage. Et à l'image d'Anna et de Marianne aussi, les funérailles ils sont plus une célébration de la vie d'Anna, puis ils sont pas très traditionnels. Il y a une chanson de Pink Floyd qui joue à un moment donné durant la cérémonie. Tu sais, c'est vraiment plus à leur image, avec leur personnalité éclatée et tout. En attente du procès, Klaus maintient sa version. Il met la faute sur la petite Anna qui aurait tenté de le séduire et de le blackmail du haut de ses 7 ans. Eh bien, Marianne, elle bouillonne, là. Déjà qu'elle doit faire son deuil, là, elle doit endurer les paroles monstrueuses de l'assassin de sa fille qui dit n'importe quoi. En plus, c'est un criminel récidiviste qui a été remis en liberté malgré ses crimes horribles envers des enfants commis avant. Et là, il en a commis un autre quelques années après seulement. Marianne en veut beaucoup au système de ne pas avoir su protéger sa fille. On a comme préféré remettre un prédateur récidiviste dans les rues comme pour s'en débarrasser que vraiment le garder en institut. La première fois, 1 an de probation, donc rien. La deuxième fois, 1 an et des médicaments. C'est, en tout cas. En mars 1981, donc environ 1 an après le crime, le procès commence. Pendant les 2 premiers jours, la défense dresse un portrait épouvantable de Marianne et sa fille, là, pour
entaché leur réputation. Honte à eux là, d'aller aussi bas que de dénigrer une mère endeuillée puis sa petite fille pour un client, un pédo qui l'a violé et tué. Là, genre, j'en reviens pas qu'ils sont allés aussi bas. Je comprends pas comment tu peux dormir le soir en faisant ça. La défense insinue que Marianne et Anna sont des mauvaises personnes qui méritaient ce qui leur est arrivé. Que Marianne, c'était pas une bonne mère. Anna, elle avait pas des bonnes notes à l'école. Elle arrivait en retard et tout. Fait que sa mère devait mal s'occuper d'elle puis qu'elle l'a comme un peu cherché. Là, on n'est pas à un procès pour savoir qui a la garde d'Anna ou si Marianne, c'est une bonne mère. Là. On est à un procès pour meurtre. Anna, elle aurait beau avoir habité dans une benne à ordures, là, elle méritait pas de se faire tuer. Là. Ça n'a aucun rapport avec le sujet, je trouve. La défense continue et dit que les traitements de classe contre la pédophilie ont déréglé ses hormones et que ce serait la faute de sa médication s'il a récidivé une 3e/4e fois, parce qu'il y a eu 2 victimes la 2e fois. Fait qu'il dit que c'est à cause des médicaments. Puis là, pendant tout ce temps-là, il y a Marianne, là, qui est assise dans la salle, qui doit écouter tout ça. Après 2 jours, là, elle est juste plus capable. On arrive au jour 3, le 6 mars 81. On est le matin, il pleut, c'est grisâtre dehors, comme ici présentement. On est peu avant 10 heures le matin. L'audience commence bientôt. La salle, elle commence à se remplir, là. Le public n'est pas encore tout rentré dans la salle d'audience. Selon une source, il y aurait un groupe d'étudiants, là, comme une classe d'étudiants de 14-15 ans qui sont là pour analyser le système de justice, observer un procès. On fait entrer l'accusé, Klaus Grabowski, et on l'assoit à sa place. Ensuite, Marianne entre dans la salle. Vêtue d'un long manteau vert, un genre de trench coat, elle passe derrière Klaus, à quelques mètres de lui. Puis là, elle joue un peu avec son manteau. Et soudain, elle sort un pistolet de calibre 22 et vide le chargeur dans le dos de Klaus. What the hell? Hey, je m'attendais pas à ça, là. Elle vide son chargeur. Elle a été capable de rentrer avec un gun. Je sais pas comment. Ça arriverait pas de nos jours, là, mais ouais. 6 balles touchent Klaus. Damn! Hey, ça te finit un procès assez vite, hein? Klaus meurt sur le coup. Il s'effondre sur le bureau, puis son corps glisse sur la chaise et tombe au sol. Autant que je voulais pas que quelque chose de même arrive, là, dans le sens que c'est pas la chose à faire du tout. On voit vraiment qu'elle n'en avait plus rien à faire de la vie, là, puis de tout ce qu'elle faisait, là. C'est tellement triste, là. Selon les témoins, Marianne a eu le temps de chuchoter à Klaus « This is for you, Anna ». Et là, elle laisse tomber son gun pour montrer « J'ai fini, je suis pas une menace pour personne d'autre, j'ai fait ce que j'avais à faire ». Et selon un article de 1981, la fiancée de Klaus qui était présente aurait crié « She's really done it », genre « Oh my God, elle l'a vraiment fait ». La police l'arrête immédiatement, mais c'est très calme quand même comme arrestation. Ça a pris quand même un petit délai de quelques secondes parce que tout le monde était juste trop sous le choc. Des témoins ont rapporté qu'après la fusillade, Marianne elle a fait plusieurs déclarations un peu déconcertantes, comme « Je voulais le tuer, il a tué ma fille, je voulais lui tirer une balle dans le visage, mais je lui ai tiré dans le dos, j'espère qu'il est mort. » Elle démontre aucun regret et son comportement est décrit comme étrangement calme. C'est en contraste complet avec le chaos dans la salle d'audience. Là, les gens paniquent, tandis qu'elle, elle est de marbre. En interrogatoire, elle va avouer que c'est un ami du bar Tipasa. Désolée, on dirait que je pense que je me suis trompée en le réécrivant ici, là, mais bref. Un ami du bar où elle travaille qui lui aurait donné le fusil. Puis qu'elle l'avait depuis un bon moment. Elle cachait, je sais pas si je me trompe ici, là, mais une source disait qu'elle cachait le fusil près de la tombe de sa fille. On peut penser qu'elle planifiait de tuer Klaus depuis un moment, vu qu'elle s'est munie d'un gun assez à l'avance, mais elle a dit qu'au contraire, elle s'était procuré le fusil pour sa propre protection à la base. Parce que depuis la mort de sa fille, elle avait peur de marcher dans les rues, mais après les 2 premiers jours de procès, là, elle sentait qu'elle devait défendre la réputation d'Anna après toutes les atrocités qui se sont dites à son sujet. C'est ce qu'elle dit. C'est un peu touché, c'est difficile de savoir qui croire, là, parce que eux, les policiers, ils disent « Non, là, c'est sûr que c'est prémédité, t'as agi de sang-froid,
t'as vidé ton chargeur sans hésitation. Ça avait l'air vraiment planifié. Ça l'a vraiment exécuté, là. Ouais, c'était vraiment execution style. Et on va savoir beaucoup plus tard, dans un documentaire de l'ARD qui date de 2006, un ancien ami de Marianne dit qu'elle se pratiquait à tirer dans le sous-sol du bar. Peut-être qu'elle se pratiquait pour sa protection ou elle se pratiquait pour être sûre de ne pas le manquer une fois en salle d'audience. On lui a fait rencontrer un psychiatre pour évaluer sa santé mentale. Et le docteur lui a donné un bout de papier puis lui a dit « Écris comment tu te sens. Écris ce que tu as envie d'écrire. » Et là, Marianne, elle écrit rapidement quelque chose, elle redonne le papier. C'est juste écrit « Je l'ai fait pour toi, Anna, avec 7 cœurs. » On dit que c'est 7 cœurs pour les 7 années de vie de Anna. Finalement, elle est déclarée apte à subir un procès, mais avec un haut taux de risque de suicide. Donc, elle est vraiment sous surveillance. Marianne Bachmeier devient rapidement la tête d'affiche de tous les journaux locaux et même internationaux. Une mère justicière qui a voulu venger sa fille. Marianne, elle a vendu l'histoire de sa vie pour environ 200 000 Deutschmarks au magazine Stern. Et ça lui a permis de couvrir ses frais juridiques. Le peuple allemand sympathise beaucoup avec elle. Plusieurs la supportent et comprennent son geste. On dit que Klaus a mérité ce qui lui est arrivé, que le karma a bien fait les choses, et qu'à la place de Marianne, on aurait fait la même chose. On lui envoie des fleurs, des lettres d'encouragement et même de l'argent en prison en attente de son procès. Et en attendant son procès, là, son état de santé se dégrade beaucoup. Là. C'est comme si elle voit plus de raison de vivre maintenant. Les médecins s'inquiètent pour elle, puis ils demandent qu'elle soit libérée pour raison médicale. Mais les autorités, ils se forcent à la traiter comme n'importe quel accusé, là, même si le pays entier la défend et sympathise avec elle. T'sais, ça reste quelqu'un qui a tué quelqu'un. T'sais, si on lui donne un traitement ou une sentence clémente, ça envoie un drôle de message, comme quoi on encourage les justiciers. T'sais, on veut pas encourager la population à tuer par vengeance au détriment de la loi. Donc, c'est un peu ambigu, là. Il y a comme un dilemme ici, là, aux yeux des autorités. À 32 ans, Marianne Bachmeier est enfin amenée en procès. Sa défense dit qu'elle était en détresse psychologique et qu'elle ne devrait pas être reconnue criminellement responsable de ses gestes. La poursuite, elle, a dit au contraire que Marianne, elle a tout planifié, qu'elle savait ce qu'elle faisait puis qu'elle a tué Klaus de sang-froid. Finalement, Marianne est seulement reconnue coupable d'homicide involontaire et possession illégale d'armes à feu. Elle veut recevoir une sentence de 6 ans de prison, mais elle reçoit sa libération conditionnelle 3 ans plus tard, à 35 ans. Fait qu'au final, on a été assez miséricordieux avec elle, là. Elle a juste passé 3 ans en prison. Un sondage réalisé en 1983 par l'Institut Allensbach a montré un peu la division de l'opinion publique sur la peine infligée à Madame Bachmeier. 28% des personnes interrogées ont estimé que la peine était appropriée, donc sont d'accord avec son 3 ans de prison. 27%, donc 1% de moins, ont trouvé qu'elle était trop sévère. 25% ont estimé qu'elle était trop légère. Et 20% étaient indécis. OK, c'est vraiment partagé. C'est quasiment égal, là. Ouais. Puis c'est plus divisé qu'au début parce que en sortant de prison après sa libération, l'image de Marianne comme étant la mère justicière aimée du public, elle a changé. Son passé va ressortir et là on va apprendre ses 2 premières grossesses hors mariage, qu'elle a donné ses enfants en adoption, qu'elle s'occupait pas si bien que ça de sa fille aux yeux des autres et que son père était un soldat nazi. Fait que là, on va passer de supporter Marianne à la juger et la mépriser. Elle correspond comme plus à l'image de la belle et jeune mère monoparentale endeuillée qui a juste voulu défendre sa fille. Là. C'est comme le syndrome un peu de la victime parfaite. Si quelqu'un correspond pas à des critères classiques de la victime, elle peut pas être considérée comme une victime aussi, ou on peut pas avoir d'empathie pour elle. T'sais, les gens sont rarement parfaits. Là. Bref, je trouve ça dommage. Mais Marianne veut continuer de vivre sa vie. Elle veut épouser un enseignant en 1985. 3 ans plus tard, ils vont déménager ensemble à Lagos, au Nigeria, et ils vont vivre dans un camp allemand où son mari enseigne dans une école allemande là-bas. Ils vont habiter là un bon nombre d'années, mais vont divorcer dans les années 90. Et là, Marianne, rendue dans la quarantaine, elle veut aller partout sauf retourner en Allemagne. Trop de souvenirs douloureux sont associés à cet endroit-là. Elle déménage en Sicile et travaille dans un hospice pour aider les malades.
Là, elle se dit, je veux aider les autres, je veux redonner aux autres et vivre pour d'eux le temps que je vivrai. Mais, toujours un mais dans la vie de Marianne Bachmeier. À seulement 46 ans, elle reçoit un diagnostic de cancer du pancréas, très avancé, très grave. Elle voit ses jours comptés et choisit finalement de retourner à Lübeck, en Allemagne, où elle habitait à la base pour passer ses derniers moments proches de où sa fille a vécu. Étrangement, elle va demander au journaliste Lucas Maria Baumer de NDR de documenter ses derniers jours en vidéo. Elle veut comme qu'on la filme. On dirait qu'elle veut laisser une trace de son passage ou je sais pas trop. J'ai pas pu trouver le documentaire et c'est surtout italien, les sources, là. Fait que j'ai fait Google Traduction et je comprenais pas trop les articles sur cette captation-là. Mais on a des images d'elle peu de temps avant sa mort. Et le 17 septembre 1996, à seulement 46 ans, Marianne Bachmeier meurt de son cancer et à sa demande va être enterrée auprès de sa fille. Toute sa vie, même quand l'Allemagne s'est retournée contre elle, Marianne n'a jamais regretté un seul instant d'avoir tué Klaus Grabowski. Dans sa tête, c'est œil pour œil, dent pour dent. Puis elle a jamais abandonné non plus parce qu'avec tout ce qu'elle a vécu, elle aurait pu comme s'enlever la vie à maintes reprises. Exact. Mm-hmm. Peu importe le type de mère qu'elle a été, selon moi, c'est évident, incontestable que Marianne aimait sa fille de tout son cœur. Elle a juste jamais eu de figure maternelle sur laquelle se fier pour élever sa propre fille à elle. Elle a jamais eu de foyer stable, de famille aimante, d'aide financière. Elle a probablement vécu plus de tragédies dans sa courte vie que la grande majorité d'entre nous, on veut vivre combinés ensemble. Elle a fait de son mieux dans un monde où on lui a rien donné. C'était une femme blessée, abandonnée, traumatisée, désespérée. J'ai beaucoup d'empathie pour elle, comme vous devez vous en douter, là. Par contre, malgré tout ça, elle a quand même tué quelqu'un. Elle a pas laissé Klaus Grabowski le temps d'avoir un procès juste et équitable. On pourrait dire qu'elle s'est abaissée à son niveau, si on veut, en le tuant. Autant ça sonne satisfaisant que Klaus a eu la monnaie de sa pièce, ça peut nous amener à poser des questions éthiques. On a-tu le droit de décider qui mérite de vivre et qui mérite pas de vivre? On est qui si on tue des tueurs? On devient-tu des tueurs aussi? Puis ça peut aussi mener à la peine de mort. On est qui? On peut-tu décider si quelqu'un mérite la mort? Je me prononcerai pas là-dessus, là. Je fais juste poser la question. Je sais pas si j'endosse son geste, mais je le comprends à 1000%. Genre, je vois ça vient d'où. Dans sa position, je sais pas ce que j'aurais fait, là. C'est facile à dire quand on le vit pas, là. On peut se dire, hey, j'aurais fait la même chose, ou oh, moi, j'aurais laissé le procès aller, on peut pas savoir si on n'était pas là. C'est vrai qu'on sait jamais comment on va réagir, là. Puis aussi, on vit pas dans un endroit, dans un pays où est-ce qu'on peut se procurer des armes, là. Mais admettons que ça nous arrivait puis qu'on était dans un pays où on le peut, ben ça se peut très bien que, mettons, pour ma sécurité, je me serais protégée de cette façon-là. Je sais pas, là. Je dis ça, puis j'ai aucune idée comment j'aurais réagi, là, mais il y a plein de facteurs qu'on peut pas vraiment comprendre. Mais c'est triste en tabarouette, là, tout ce qu'elle a vécu depuis sa naissance, là. Oui, la vie s'est acharnée sur elle, là. Tout le long, j'étais comme, hey, donnez-lui un break. Mais on dirait que c'est tout le temps ça. On dirait que, genre, les gens qui, malheureusement, ont une enfance tragique, ben, on dirait les gens qui vivent des tragédies comme ça, on dirait qu'ils en vivent pas juste une dans leur vie. C'est ça, ça vient en groupe. Tout le temps. C'est spécial, là. Une fois que le malheur s'attache à quelqu'un, il y a comme un aimant après, puis là, tout lui arrive, on dirait. C'est terrible. Pour conclure, en entendant le nom de Marianne Bachmeier, les questions genre « Trouvez-vous son geste acceptable? Trouvez-vous ça justifiable? Auriez-vous fait pareil? » surgissent toujours. C'est ça le débat constant quand on écrit son nom sur les internets ou qu'on en parle. Mais moi, je trouve que, oui, c'est intéressant d'en parler, mais ça détourne du vrai enjeu, selon moi. Comment traiter les prédateurs sexuels? Comment protéger nos enfants? Comment le système a failli à son devoir en laissant cet homme dangereux en liberté, sans surveillance, avec un petit pot de pilule pour le contrôler? Oui, on se pose vraiment moins ces questions-là que genre, pourquoi elle l'a tué par vengeance? C'est ça. Ça s'est déroulé en 1980, mais encore aujourd'hui, on voit des histoires comme ça se dérouler quasiment chaque semaine, là,
dans le monde, là, des prédateurs qui récidivent. Ça dure depuis la nuit des temps. Comment on peut régler ce fléau-là? T'sais, les limites de la loi, du système de justice, c'est tout ça qui ont poussé cette mère-là à agir de cette façon-là? Et c'est ça la vraie question, selon moi, qu'il faut se poser. C'est vrai, parce qu'après ça, pour ce qui est de elle, sa réaction, ben j'ai l'impression que tout le monde aurait une réaction différente, là. Elle a fait ça probablement parce que c'était la seule façon qu'elle soit en paix, alors que d'autres, ils sont portés à comme tout de suite pardonner pour être en paix. Fait que ça, of course, on va toujours se poser la question. Ça va toujours être un débat, j'ai l'impression, mais t'as raison de dire que comme ça détourne un peu l'attention de genre, il y a un réel problème, là, genre, nous, on décide que des prédateurs sexuels qui récidivent encore ont le droit à leur libération n'importe quand, genre plusieurs fois. Mm-hmm. Il y a clairement quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, j'ai pas de solution miracle. Le système, j'ose croire qu'ils font de leur mieux avec les lois qu'ils ont en ce moment, là. Mais, tu sais, on fait du true crime, fait qu'on en entend en temps, là, mais juste sur la presse, là, j'en vois tout le temps, là. Pédocriminel récidiviste reçoit une sentence de 2 ans de prison. 6 mois après sa remise en liberté, il recommet une agression sexuelle. Tu sais, je suis comme, mais on attend quoi pour faire de quoi? Bref, j'espère qu'après sa vie pleine de douleurs, ben Marianne, elle se repose enfin, aux côtés de sa fille Anna. Et voilà, c'était son histoire. My God, quelle histoire triste. Mm-hmm. Mais c'était cool que tu amènes une histoire comme ça parce que j'ai l'impression que il y avait pas 1000 rebondissements comme les histoires qu'on fait de temps en temps, là. C'était vraiment une histoire qui pourrait se produire comme n'importe où, là, en ce moment, genre dans mon petit quartier, dans ton petit quartier, dans n'importe quelle ville au Québec. Ben, ça ramène à la réalité, puis que c'est plus près de nous qu'on le pense. 100%. Non, tu l'as bien dit, ça pourrait arriver demain, là. Ben, merci beaucoup. C'était très bien raconté. Merci. C'est un épisode assez court, là. Ça fait longtemps qu'on en a fait des aussi courts, mais... Tu sais, après mon 2h30, j'avais besoin d'une petite pause. Ben oui. Et merci d'être là, cher Cornet. Merci d'être à l'écoute. On vous invite encore et toujours à aller vous abonner sur Instagram, sur Facebook, sur votre plateforme d'écoute aussi. N'oubliez pas de faire suivre, follow pour rester au courant des nouveaux épisodes. Puis nous, ça nous aide dans l'algorithme d'avoir beaucoup d'abonnés. Fait qu'oubliez pas de faire le petit plus. Et si c'est pas déjà fait, un petit 5 étoiles sur Apple Balado, Spotify, Amazon. C'est vraiment, vraiment apprécié. Ça nous touche beaucoup. On en a eu des nouveaux là, sur Apple. Là, on peut lire les commentaires. C'est vraiment gentil. Merci à vous. Et là, la semaine prochaine, c'est notre épisode Patreon du mois et non de la semaine. Et ce sera Cricri qui va nous raconter un crime paranormal. Oui! Puis ça va être un bon retour après notre semaine sur Patreon. Vous allez être bien contents. Je suis sûre que oui. Fait qu'on se voit dans 2 semaines ou la semaine prochaine pour les Patreons. Puis on vous aime beaucoup, beaucoup. Yes. Bye! Bonne journée, bisous!